Michelle Knight, Amanda Berry et Georgina Jesus, elles ont été tenues prisonnières, battues, maltraitées et violées pendant plus de 10 ans par un homme du nom de Ariel Castro. Après plus d'une décennie de séquestration, Amanda finit par s'évader à l'aide des voisins de l'endroit où elles étaient tenues prisonnières et appelle la police, ce qui permettra de sauver Michelle et Georgina. Installez-vous confortablement, car il est temps de plonger dans l'histoire captivante qui s'est déroulée sur l'artère commerciale d'un quartier populaire Lorraine Avenue à Cleveland. Tout commence le 21 avril 2003, dans cette ville située dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Amanda Berry, une lycéenne de 17 ans, rentrait chez elle après son service au fast-food où elle travaillait. D'habitude, ses collègues la ramenaient en voiture, mais ce jour-là, elle décide de rentrer à pied, même si cela lui prendrait 20 minutes de marche. Après 2h30 sans nouvelles d'Amanda, sa maman commence à s'inquiéter. Ce n'est pas dans les habitudes de sa fille de rester dehors si longtemps. Alors, elle décide de lancer une alerte pour retrouver Amanda. Les autorités policières mènent une enquête pour déterminer si Amanda a des amis ou un petit ami chez qui elle pourrait être partie pendant tout ce temps. Cependant, plus les heures s'écoulent, plus l'inquiétude grandit chez sa mère. La police n'a aucun indice ni aucun suspect en vue. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que personne n'a remarqué ni entendu quoi que ce soit. On commence à envisager la possibilité d'une fugue, mais pour sa maman, cela n'a aucun sens. Pourquoi Amanda voudrait-elle s'enfuir alors qu'elle s'entend bien avec sa famille, y compris sa sœur? En outre, elle était au courant que sa mère lui préparait une fête d'anniversaire pour ses 17 ans. Elle avait même appelé pour lui dire qu'elle arrive. Son argent et ses vêtements étaient à leur place habituelle. Cette situation est véritablement déconcertante et suscite de nombreuses interrogations. Cependant, un événement va apporter une réponse choquante à cette situation. Le ravisseur d'Amanda décide d'appeler sa mère pour lui révéler qu'il détient sa fille et qu'il compte la garder comme sa femme. La police tente de localiser l'appel, mais malheureusement, à l'époque, la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui et elle n'y parvient pas. Les jours, les semaines et les mois s'écoulent, et malgré les efforts de la police, du FBI et du bureau spécialisé dans les disparitions d'enfants, aucune trace d'Amanda n'est retrouvée. Un an après sa disparition, le 2 avril 2024, une autre jeune fille, Georgina Jesus, âgée de 14 ans, disparaît à son tour. Elle est enlevée à la sortie de l'école, à 1 heure de chez elle, sur la même autoroute, la Lorraine Avenue, et à la même heure que l'enlèvement d'Amanda. Le lien entre les deux disparitions est immédiatement établi par la police, qui comprend qu'elles ont affaire au même ravisseur. Malgré tous les moyens mis en œuvre pour remonter jusqu'au ravisseur, les autorités n'y parviennent pas. La ville de Cleveland doit faire face à un nouveau ravisseur, et les habitants décident alors d'organiser des veillées régulières en mémoire des jeunes filles disparues, afin de ne pas les oublier. Pendant ces veillées, la police tente discrètement de se mêler à la foule, à la recherche de comportements suspects, mais jusqu'à présent, leurs efforts restent vains. Au fil des années, la police n'a toujours aucune piste ni aucun suspect en vue. Cette histoire commence peu à peu à appartenir au passé. Cependant, si nous remontons un peu en arrière, environ 2 ans avant la disparition de ces jeunes filles, une autre jeune fille nommée Michelle Knight, âgée de 21 ans, a également disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. La police n'était pas au courant de sa disparition, car celle-ci n'a pas été signalée. Michelle était une personne solitaire, vivant seule et sans contact avec sa famille au moment de sa disparition. Maintenant, nous ne parlons plus de 2 filles disparues, mais de 3. Ces jeunes filles vivaient toutes les 3 dans le même quartier et ont été enlevées pratiquement au même endroit et à la même période. La similitude de ces disparitions est troublante et laisse la communauté sous le choc. Leur ravisseur les a conduits à l'étage d'une maison située dans le même quartier, à une distance de 5 km du lieu où il les a enlevées, dans laquelle il les a enfermés dans 2 minuscules chambres séparées de 2,50 m sur 2 mètres qu'il verrouillait à clé. Amanda était seule dans une chambre, Georgina et Michelle étaient dans l'autre. Il se servait des jeunes filles comme ses esclaves sexuels, il les enchaînait, leur faisait porter un casque de moto sur la tête et puis abusait d'elles chaque jour du matin au soir. Comme si ça ne suffisait pas, il les battait quand elles essayaient de s'enfuir. Il a fait un trou sur la porte des chambres par lequel il leur jetait la nourriture et contrôlait le moindre de leurs mouvements. Les murs de la maison étaient insonorisés, ce qui signifie que même si elles criaient, personne ne pouvait les entendre. De plus, les maisons voisines étaient vides, ce qui évitait que quelqu'un ne se doute de quelque chose.
Par la suite, le ravisseur a mis en place un faux système d'alarme pour dissuader ses captifs de tenter une évasion. Pour son propre plaisir, Ariel Castro, leur ravisseur, montrait souvent aux captifs des affiches de recherche où figuraient Georgina et Amanda. Il leur permettait également de regarder des actualités à la télévision concernant leur disparition. En ce qui concerne Michelle, il cherchait à la tourmenter en lui faisant savoir qu'il pouvait la tuer à tout moment et que, de toute façon, étant donné qu'elle n'avait pas de famille, personne ne se soucierait d'elle. Parmi les 3 filles, Michelle est celle qui a le plus souffert. Elle raconte qu'Ariel Castro l'a même laissée pendant un an sans vêtements, et qu'elle n'a eu droit à sa première douche que 8 mois après son enlèvement. Elle explique également qu'elle est tombée enceinte plusieurs fois, mais que chaque fois, son ravisseur la frappait violemment au ventre pour provoquer un avortement, car il ne voulait pas avoir d'enfant avec elle. En résumé, il lui infligeait un véritable enfer. À un moment donné, elle a même envisagé de se laisser mourir, mais c'est Georgina qui lui a dit de ne pas se laisser abattre et qu'elles pourront un jour sortir de cet enfer. Et si nous examinions de plus près le profil d'Ariel Castro? Qui est-il vraiment? Comment occupe-t-il ses journées? Comment a-t-il réussi à échapper aux soupçons pendant plus de 10 ans? Ariel Castro, chauffeur de bus scolaire, occupait un poste de confiance. Il était également reconnu comme un musicien talentueux. Les gens le décrivaient comme sociable, mais certains le trouvaient parfois étrange. Personne n'aurait jamais imaginé ou soupçonné qu'il aurait pu kidnapper 3 jeunes filles. En 1996, son épouse, Grimilda Figueroa, décédée le 25 avril 2012, avait quitté la maison familiale avec leurs 4 enfants, un fils et 3 filles, pour échapper à des violences conjugales. Elle avait subi des blessures graves, notamment 2 fractures du nez, des côtes cassées et des épaules déboîtées. Elle avait demandé à un juge d'intervenir pour la protéger de ces menaces de mort, ce qui avait conduit à l'arrestation de Castro, bien qu'il n'ait pas été inculpé. En 2005, elle avait déposé une nouvelle plainte contre lui, l'accusant d'avoir souvent enlevé leurs 2 filles et de les avoir empêchées d'être avec leur mère. En 2008, sa fille Émilie Castro, alors âgée de 19 ans, avait été condamnée à 25 ans de prison pour avoir tenté d'égorger sa fille âgée de 11 mois. Ce qui est particulièrement troublant dans cette histoire, c'est que Castro recevait souvent des amis chez lui au rez-de-chaussée, pendant que les 3 jeunes filles étaient retenues en captivité à l'étage. Cependant, aucun de ses amis n'a jamais eu le moindre soupçon. Au fil du temps, l'espoir des jeunes filles de retrouver un jour leur liberté s'amenuise de plus en plus, tandis que la situation semble être une véritable vie de rêve pour Castro. Cependant, en 2006, un événement inattendu vient bouleverser l'atmosphère de la maison lorsque la captive préférée de Castro, Amanda, tombe enceinte. Il décide de ne pas tuer le bébé dans le ventre d'Amanda et accepte l'arrivée de la jeune fille. Amanda aussi souhaite que cet enfant ait une chance de vivre, ce qui lui donne de l'espoir pour se battre. Lors de l'accouchement, Michelle et Georgina aident Amanda à mettre au monde son enfant. Après la naissance de sa fille, Amanda s'arrange pour que sa fille ne voie pas ses chaînes. Elle souhaite que sa fille puisse aller à l'école, mais comme cela n'est pas possible, elle lui enseigne des cours sur un tableau, lui apprenant à lire et à écrire. Les années passent, et plus la fille grandit, plus Amanda obtient de faveur auprès de son ravisseur, car Castro aime cet enfant. Elle permet à sa fille de se promener dans toute la maison, et décide de ne plus enchaîner les jeunes filles en raison de la présence de la petite et parce que les 3 jeunes filles s'occupent toutes de la fillette. Lorsque la fille d'Amanda atteint l'âge de 4 ans, Castro la laisse sortir avec lui à l'extérieur, mais il lui fait porter des perruques pour éviter qu'elle ne soit reconnue. Lorsque des connaissances les croisent, il explique simplement que c'est la fille d'un ami ou d'une nièce. Nous sommes en 2012 et Castro commence progressivement à perdre le contrôle. Il perd son emploi et sa vie devient chaotique. De plus, il doit subvenir aux besoins de 3 femmes et d'une fillette. Dans l'esprit des jeunes filles, l'enfer ne tardera pas à toucher à sa fin. Le 6 mai 2013, vers 16 h, Castro prend la décision de rendre visite à sa mère. Habituellement, avant de partir, il s'assure de fermer toutes les portes à clé, mais ce jour-là est différent. Lorsqu'il quitte en voiture, la fille d'Amanda, âgée de 6 ans à l'époque, se rend compte que Castro est parti. Elle dit à sa maman que Castro est parti et que la porte est ouverte. Amanda se précipite pour vérifier, sachant que c'est sa seule chance de s'échapper. Elle constate que la porte principale est déverrouillée,
mais il reste la moustiquaire avec une partie en aluminium en bas. Elle donne des coups de pied dedans et hurle en appelant à l'aide. Les voisines d'en face entendent ces hurlements et décident d'aller voir ce qui se passe. Elles comprennent immédiatement qu'Amanda est retenue prisonnière dans cette maison. Elles arrachent la porte pour permettre à Amanda de sortir. Une fois Amanda dehors avec sa fille dans les bras, elle se présente aux voisines qui sont venues à son secours. C'est un choc pour tous les habitants de la ville, car tout le monde pensait qu'elle était déjà morte. Amanda demande un téléphone pour appeler la police. Cleveland 911, you need... Hello, please. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Okay, and what's your address? La police arrive rapidement sur les lieux, mais Georgina et Michel sont toujours dans la maison et n'osent pas sortir. Pour Michel, elle se sentait cambriolée et ne croyait pas que c'était la police jusqu'à ce qu'elle voie leur badge. Lorsqu'elle réalise qu'il s'agit réellement de la police, elle se jette dans les bras de la policière en face d'elle. Sous l'effet de l'émotion, elle la serre si fort que la policière pense qu'elle est en train de l'étrangler. L'engouement médiatique est énorme, la nouvelle fait déjà la une des journaux et les gens veulent tout savoir sur cette histoire. Tout le monde est soulagé de savoir qu'elles sont vivantes après plus de 10 ans de séquestration. Les habitants de Cleveland célèbrent le retour des miraculés. Georgina, cachée sous une capuche, lève le pouce pour remercier le public qui les acclame. Quant à Amanda, sa famille découvre pour la première fois sa fille, et pour tous, la joie est immense. Michel considère que c'est le plus beau jour de sa vie et affirme que c'est clairement une deuxième chance que le ciel leur a donnée. Les 3 jeunes femmes sont ensuite emmenées à l'observation à l'hôpital de Cleveland, où l'on mesure l'ampleur du traumatisme de leur séquestration. Après examen, on découvre que Michel souffre d'une grave infection à l'estomac, et les médecins lui affirment que si elle était restée plus longtemps dans cet enfer, elle serait morte aujourd'hui. Quant à Ariel Castro, il est immédiatement arrêté 15 minutes après l'appel d'Amanda, près de chez lui, et il est désormais derrière les barreaux. Ariel devient rapidement l'homme le plus détesté des États-Unis. Il a avoué les atrocités qu'il leur a fait endurer. Le 9 mai 2013, il est condamné à la prison à perpétuité pour de multiples enlèvements, viols, séquestrations et même pour meurtre aggravé en raison des avortements forcés qu'il a provoqués. Michel a tenu à assister au jugement de son ravisseur. Selon elle, cela faisait partie de son processus de guérison. Elle voulait lui montrer qu'il n'avait pas réussi à la briser, au contraire, cet événement l'a rendue plus forte. Ariel Castro a été retrouvé mort dans sa cellule en septembre 2013, soit un mois après son incarcération. Il aurait commis un suicide. Il est important de noter que les 3 jeunes filles connaissaient toutes Ariel Castro avant leur enlèvement. Michel était ami avec l'une des filles de Castro, Georgina était dans la même classe que l'une des filles de Castro, et elles revenaient souvent toutes les deux de l'école. De plus, Castro était un client régulier du fast-food où travaillait Amanda, donc ils se voyaient presque tous les jours. Étant donné qu'elle connaissait toutes les 3 Castro et qu'ils semblaient sympathiques, il n'a pas eu besoin de les forcer à le suivre. À chaque fois, il leur proposait de les raccompagner ou de les déposer quelque part, mais une fois en route, Castro trouvait toujours un prétexte pour faire un rapide détour par chez lui. Aucune d'entre elles n'a trouvé cela bizarre, car elles le connaissaient déjà. Cependant, une fois arrivées chez lui, elles ont découvert son vrai visage. Personne n'ose imaginer ce que ces 3 jeunes femmes ont pu vivre. Michel a passé 11 ans coupé du monde, Amanda 10 ans et Georgina 9 ans. Pour elles, c'est une nouvelle vie qui commence, car depuis cet incident, elles essaient de se reconstruire petit à petit. Michel a même écrit un livre sur cette histoire intitulé « Traverser l'enfer et croire encore au paradis ». Il existe également un film intitulé « Cleveland Abduction » qui retrace tout ce qu'elles ont enduré, que nous vous invitons à aller voir. Cela résume les principaux éléments de cette affaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu et à nous donner vos avis en commentaire.